je sais pas si j'ai bien réglé mon micro, etc. Mais je pense qu'on n'entend pas tout. Enfin, on n'entend pas très bien. Mais je pense que pour de l'ASMR, ça peut passer pour certaines personnes. Donc c'est mes débuts. Mais j'ai quelques problèmes de prononciation avec le casque, etc. Faudrait que je trouve un moyen pour m'entendre. Mais je sais que quand je me réécoute, je loupe pas mal de syllabes ou je ne sais pas comment dire. Je prononce pas très bien, donc je suis désolé pour ça. J'espère que je m'améliorerai plus tard. Donc c'est aussi pour ça que je fais de la l'ASMR et que je lis des livres. C'est pour améliorer ma prononciation. Donc voilà, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. C'est dur de parler. Je fais cette intro après avoir lu le premier chapitre. Donc voilà, je vous laisse avec le premier chapitre et voilà. Percy Jackson, le voleur de foudre. Chapitre 1. Je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès. Croyez-moi, je n'ai jamais souhaité être un sans mêlé. Si vous lisez ces lignes, parce que vous vous soupçonnez en être un, vous aussi, écoutez mon conseil, refermez ce livre immédiatement. Prenez pour argent comptant le mensonge que vos parents vous ont raconté sur votre naissance et tentez de mener une vie normale. Une vie de sang mêlé, c'est dangereux, c'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Vous êtes un gamin normal qui avait ouvert ce livre en pensant qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction. Parfait. Poursuivez votre lecture. Je vous invite de pouvoir croire que rien de toute cette histoire n'est jamais arrivé. Mais si vous vous reconnaissez dans ces pages, si vous sentez quelque chose remuer en vous, arrêtez tout de suite de lire. Il se pourrait que vous ayez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne faudra pas longtemps pour le percevoir. Eux aussi, ils sont lancés à votre ruse. Je vous aurais prévenu, dites pas le contraire. Je m'appelle Percy Jackson. Il y a quelques mois encore, j'étais pensionnaire à l'Institut Yonsei, une boîte privée pour enfants à problème qui se trouve dans le nord de l'état de New York. Suis-je un enfant à problème? Oui, c'est une façon de le dire. Je pourrais en donner comme preuve n'importe quel moment de ma brève et pitoyable existence. Mais c'est en mai dernier que les choses se sont vraiment gâtées lorsque notre classe de 6e est partie à New York dans le cadre d'une sortie éducative. 28 gamins perturbés et 2 professeurs dans un car scolaire jaune. Tous en route pour le musée des Beaux-Arts, département des antiquités grecques et romaines. Je sais, ça ressemble énormément à un supplice, comme la plupart des sorties éducatives de Yonsei. Seulement, c'est Monsieur Brunner, notre prof de latin, qui encadrait l'excursion, et cela me rendait optimiste. Monsieur Brunner était un quinquagénaire en fauteuil roulant électrique. Il avait les cheveux clairsemés, la barbe hirsute et une veste enduite élimée qui sentait toujours le café. A priori, pas le portrait robot du type super cool. Pourtant, il racontait des histoires, plaisantait et nous faisait faire des jeux en cours. Comme en plus, il avait une redoutable collection d'armes et d'armures romaines. C'était le seul professeur dont les cours ne m'endormaient pas. J'espérais que l'excursion se passerait bien. Enfin, j'espérais pour une fois ne pas m'attirer d'ennui. Je me trompais et comment? Vous comprenez, il m'arrive toujours un tas d'ennuis pendant les sorties éducatives. Par exemple, à l'école où j'étais en CM2, lorsque nous sommes allés au champ de bataille de Saratoga, j'ai provoqué un accident avec un canon de la guerre d'indépendance. Je ne visais pas le car scolaire, mais je me suis fait renvoyer quand même. Bien sûr, et avant cela, mon école de CM1, quand nous avons visité le bassin requin du monde aquatique par l'envers du décor, j'ai, je ne sais pas trop comment, actionné la mauvaise manette sur la passerelle
lancé Nancy Popovi, la kleptomane rousse aux taches de rousseur, bombardait mon meilleur ami, Grover, de boulettes de sandwich beurre de cacahuètes ketchup dans la nuque. Grover était une cible facile, c'était un poids plume. Il pleurait quand il était frustré. Il avait dû redoubler plusieurs fois, car il était le seul sixième à avoir de l'acné et nombre de duvets sur le menton. Pour arranger le tout, il était handicapé. Il était dispensé de cours de gym, à vie parce qu'il souffrait d'une maladie musculaire aux jambes. Il marchait d'une drôle de façon, comme si chaque pas lui faisait mal. Mais il ne fallait pas se fier aux apparences. Si vous l'aviez vu courir à la cafétéria le jour où on avait ses enchiladas. Toujours est-il que Nancy Popovi n'arrêtait pas de lui lancer des morceaux de sandwich qui se plantaient dans ses cheveux bruns et bouclés, sachant pertinemment que je ne pouvais pas riposter parce que j'étais déjà en période d'essai. Le directeur m'avait menacé de mort par heure de colle s'il se passait quoi que ce soit de mal, de gênant, ou même d'un tout petit peu distrayant pendant cette excursion. Je vais la tuer et je grommelais. Grover a essayé de me calmer. Ce n'est pas grave, j'aime bien le beurre de cacahuète. Il esquivait une trop bouchée du déjeuner de Nancy. Là c'est bon, j'ai voulu me lever, mais Grover m'a forcé à me rasseoir. Tu es déjà en période d'essai, m'a-t-il rappelé. C'est sur qui ça va retomber, il se passe quoi que ce soit. Y repensant, je regrette de ne pas avoir fichu une bonne raclée à Nancy Popovi. Sur le champ, passer des heures de colle enfermé dans une salle de classe, ce n'était rien comparé au pétrin dans lequel j'allais me fourrer. Monsieur Brunner dirigeait la visite. Il avançait en tête du groupe dans ce fauteuil roulant, ou faisant traverser les grandes galeries sonores du musée en longeant des statues de marbre, des vitrines pleines de poteries orange et noires, vraiment très anciennes. J'ai décidé de savoir que tous ces trucs-là avaient survécu à 2000, même 3000 ans. Il nous a rassemblés devant une colonne de pierre, haute de 4 mètres, surmontée d'un grand sphinx. Il s'est mis à nous expliquer que c'était une pierre tombale, une stèle, construite pour une vie de outrage. Ça parlait des reliefs sculptés sur les côtés. J'ai essayé d'écouter ce qu'il avait à dire, parce que c'était plutôt intéressant, mais tout le monde bavardait autour de moi. Et chaque fois que je leur disais de se taire, Madame Dodds, l'autre professeur qui encadrait le groupe, me fusillait du regard. Madame Dodds était une prof de maths, pas très grande, originaire du sud des États-Unis, qui portait toujours un blouson de cuir noir, malgré ses 50 ans. Elle avait l'air assez méchante pour vous pilonner votre casier de vestiaire en rentrant dedans. Harley Davidson. Elle était arrivée à Yancy au milieu de l'année, quand la professeure précédente avait fait une dépression nerveuse. Dès le premier jour, Madame Dodds a adoré Nancy Popovi et décidé que j'étais un suppôt de Satan. Quand elle pointait sur moi son doigt crochu en disant « Écoutez mon chou » d'un ton doucereux, je savais que je l'ai écopé d'un mois de retenue après les cours. La fois où elle m'avait fait comme les solutions écrites au crayon de vieux livres d'exercice jusqu'à minuit. J'ai dit à Grover que je pensais que Madame Dodds n'était pas humaine. Il m'avait regardé très sérieusement et répondu « Tu as entièrement raison. » Monsieur Brunner nous parlait toujours de l'art funéraire grec. Nancy Popovi a fini par sortir une idée aussi sur l'homme nu, sur la stèle de ton closon. Alors je me suis retourné et je lui ai lancé « Il va pas la fermer !» Seulement j'avais parlé plus fort que je l'aurais voulu. Tout le groupe a ri. Monsieur Brunner s'est interrompu. Monsieur Jackson, a-t-il dit, souhaitez-vous faire un commentaire? Je me suis senti devenir écarlate. Non, monsieur, ai-je répondu. Monsieur Brunner a montré du doigt des scènes gravées sur la stèle. Peut-être pourriez-vous nous dire ce que représente cette gravure? J'ai regardé la scène et je me suis senti soulagé. Car en fait, je la reconnaissais. C'est Chronos. Chronos dévorant ses enfants, n'est-ce pas? Lui a dit Monsieur Brunner, qui n'avait pas l'air satisfait du tout. Il avait cela parce que, eh bien, je me suis creusé le méninge. Chronos était le roi des dieux et des dieux, a interrogé Monsieur Brunner. Des titans,
Je vois Monsieur Brunner apparu déçu. Eh bien, monsieur Jackson, ce n'est qu'une moitié de bonne réponse. Zeus a effectivement donné à Chronos un mélange de vin et de moutarde. Il a fait régurgiter ses 5 autres enfants, lequel, bien sûr, dont des dieux immortels, avait vécu et grandi jusqu'à présent dans le ventre du titan sans être digéré du tout. Les dieux ont vaincu leur père, l'ont découpé en morceaux avec sa propre faux, et ont jeté ses restes dans le Tartare, qui est le lieu le plus sombre des enfers. Et sur cette note joyeuse, en déjeuner, Madame Tots voulait bien prendre la tête du groupe. Les élèves se sont dirigés en désordre vers la sortie, les filles se tenant le ventre, les garçons se bousculant et faisant les imbéciles. Grover et moi allions les suivre quand M. Brunner a lancé. Monsieur Jackson, j'ai deviné ce qui m'attendait. J'ai dit à Grover de continuer sans moi. Puis je me suis tourné vers M. Brunner. Oui, monsieur. M. Brunner avait un de ces regards qui ne vous lâche pas. Des yeux bruns pleins de vie qui auraient pu avoir 1000 ans d'âge et semblaient avoir tout vu. Vous devez apprendre la réponse à ma question, m'a dit M. Brunner. Sur les titans, sur la vraie vie et sur le rôle qui joue aux études. Ah, ce que vous apprenez avec moi, a-t-il poursuivi, est une importance vitale. Je compte sur vous pour le traiter comme tel. Je n'accepterai que le meilleur de votre part. Percy Jackson. J'ai envie de me mettre en colère. Ce type était d'une telle exigence à mon égard. Bien sûr, c'était plutôt sympa. Les jours de tournoi, quand il arrivait en armure romaine, criait à l'assaut et nous mettait au défi pointe de l'épée contre bâton de craie, de courir au tableau, de nommer tous les Grecs et les Romains qui aient jamais vécu, leur mère et les dieux qui les adoraient. Seulement M. Brunner s'attendait à ce que je sois aussi bon que tous les autres, alors que je suis dyslexique et que je souffre du trouble du déficit de l'attention et que de ma vie entière, je n'ai jamais eu la moyenne. Non, il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi bon que les autres. Il voulait que je sois meilleur, et moi, j'étais incapable d'apprendre tous ces noms, et c'est fait encore moins de s'écrire correctement. J'ai vaguement bredouillé que je me pliquerais davantage, tandis que M. Brunner lançait un dernier regard rempli de tristesse à la scène, comme s'il était allé à l'enterrement de cette fille. Il m'a dit de sortir déjeuner avec mes camarades. Tous les élèves s'étaient rassemblés sur des marches du musée, d'où vous pouvez regarder les gens qui passaient sur la 5e avenue. Au-dessus de nous couvait une énorme tempête, avec des nuages plus noirs que je n'en avais jamais vus sur la ville. J'ai pensé que ce devait être un effet du réchauffement planétaire, car depuis Noël, le temps était détraqué dans tous les états de New York. On a vu de violentes tempêtes de neige, des inondations, des incendies provoqués par la foudre. Cela ne m'aurait pas étonné, outre mesure qu'un ouragan se prépare. Personne à part moi ne semblait s'en apercevoir. Certains garçons bombardaient les pigeons avec des morceaux de biscuits. Nancy Popovi essayait de voler quelque chose dans le sac à main d'une dame et Madame Tots. Comme de bien entendu ne voyait rien, Grover et moi étions assis à l'écart, sur le rebord de la fontaine. Nous pensions que c'est de cette façon, avec un peu de chance, les gens ne sauraient pas que nous appartenions à cette école, l'école des losers, des tarés, dont on ne voulait nulle part ailleurs. Collier m'a demandé Grover. Non, ai-je répondu, pas avec Brunner, mais j'aimerais bien qu'il me lâche un peu les baskets. Je veux dire, je ne suis pas un génie. Grover s'est tu un bon moment, puis quand j'ai cru qu'il allait me gratifier d'un commentaire philosophique profond pour me remonter le moral, il m'a demandé: je peux prendre ta pomme? Je n'avais pas très faim, alors je lui ai donné. J'ai regardé le flot des taxis qui descendaient l'avenue, et j'ai pensé à l'appartement de ma mère. Il n'était pas bien loin de là, où nous étions assis au nord de la ville. Je ne l'avais pas vu depuis Noël. Je m'aurais envie de sauter dans un taxi et de rentrer à la maison. Elle serait contente de me voir, m'embrasserait, mais elle serait déçue. Également, elle me renverrait illico à Yancy, en me rappelant que je devais m'appliquer davantage, même si c'était ma 6e école en 6 ans, et que je l'ai sans doute me faire envoyer une fois de plus. Je ne supporterais pas la tristesse dans ses yeux. Monsieur Brunner avait carré son fauteuil
parapluie rouge était planté à l'arrière de son fauteuil, celui qui lui donnait l'air d'une table de café motorisée. J'allais déballer mon sandwich quand Nancy Bobovi a débarqué devant moi avec ses horribles copines. Elle avait dû se lasser de voler les touristes et a jeté son pique-nique à moitié mangé sur les genoux de Grover. Oh pardon, elle m'a souri de toutes ses dents de travers, son visage découvert de taches de rousseur orange, comme si quelqu'un l'avait aspergé de mimolette liquéfiée. J'ai essayé de garder mon calme. La psychologue de l'école me l'avait dit 1000 fois, compte jusqu'à 10, maîtresse de colère. Mais j'étais tellement furieux que je ne pouvais plus bronzer. Une vague a rugi dans mes oreilles. Je ne me souviens pas de l'avoir touché. Bon non. Pourtant, tout d'un coup, Nancy s'est retrouvée sur son derrière dans la fontaine et s'est mise à hurler. Percy m'a poussé. Buttentons s'est matérialisé devant nous. Certains gamins murmuraient. Tu as vu l'eau, comme si elle l'attrapait. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Tout ce que je savais, c'est que je m'étais encore tiré des ennuis. Après s'être rassuré que la pauvre petite Nancy allait bien, lui avoir promis de lui acheter un short neuf à la boutique du musée, etc., etc. Madame Todd s'est tournée vers moi. Il y avait une lueur de triomphe dans ses yeux, comme si j'avais fait quelque chose qu'elle attendait depuis le début du semestre. Écoutez mon chou, je sais, ai-je grommelé, un mois à gommer des livres d'exercice. Ce n'était sans doute pas la chose à dire. Venez avec moi, à rétorquer Madame Dodds. Attendez, à clapier Grover. C'était moi, c'est moi qui l'épousais. Je l'ai regardé estomaqué. Je n'arrivais pas à croire. Mais oreilles, Grover essayait de me couvrir, lui qui était terrorisé par Madame Dodds. Elle l'a dosé avec une telle dureté que son menton duveteux s'est mis à trembler. Je ne vous crois pas, monsieur Underwood, mais vous ne bougez pas d'ici. Grover m'a lancé un regard désespéré. T'inquiète pas, vieux, l'ai-je dit. Merci d'avoir essayé. On se dépêche, mon chou, a aboyé Madame Dodds. Nancy Bobovi a ricané. Je lui ai décroché mon regard le plus féroce, genre, tu ne paies rien pour attendre. Et je me suis tourné vers Madame Dodds. Mais elle n'était plus là. Elle était posée à l'entrée du musée, tout en haut des marches, et me faisait signe avec impatience de la rejoindre. Comment t'avait-elle fait pour arriver là-haut si vite? C'est une chose qui m'arrive souvent en ces moments. Mon cerveau s'absente ou s'endort, et je m'aperçois soudain que j'ai raté quelque chose, comme si un morceau de puzzle était tombé de l'univers. Je contemplais soudain l'espace vide qui est laissé. La psychologue de l'école m'avait dit que ça faisait partie du syndrome data, hyperactivité avec déficit de l'attention. C'était mon esprit qui interprétait les choses de travers. Ça ne m'avait pas convaincu. Je suis parti rejoindre Madame Dodds. À mi-hauteur des marches, je jetai un coup d'œil à Grover. Il était pâle et ses yeux faisaient le va-et-vient entre M. Brunner et moi, comme il souhaitait que M. Brunner remarque ce qui se passait. Mais M. Brunner était absorbé par son roman. J'ai tourné la tête de nouveau et de nouveau. Madame Dodds avait changé de place. Elle était entrée dans le bâtiment et elle se dirigeait vers le fond du hall. D'accord, ai-je pensé. Elle va me demander d'acheter un t-shirt neuf pour annoncer la boutique de cadeaux. Mais visiblement, ce n'est pas son plan. Je l'ai suivi dans les profondeurs du musée. Lorsque je l'ai enfin rattrapé, nous étions de retour au département gréco-romain. En dehors de nous, la galerie était déserte. Madame Dodds s'est plantée, bras croisés devant une grande frise de marbre représentant les dieux grecs. Elle émettait un drôle de bruit de gorge, une sorte de grondement. Même sans ce bruit, j'aurais été mal à l'aise. C'était déjà bizarre d'être seul avec un professeur, encore plus quand il s'agissait de Madame Dodds. Elle regardait la frise d'une manière tremblante, comme si elle voulait la pulvériser. Vous nous causez bien du souci, mon chou, a-t-elle dit. J'ai joué la prudence et répondu oui, madame. Elle a tiré sur les poignets de son blouson de cuir. Vous ne pensiez tout de même pas vous en tirer comme ça. L'expression de son regard allait au-delà de la folie. C'était de la méchanceté à l'état pur. C'est un professeur et je pensais avec inquiétude. Elle ne peut pas faire de mal. Je veux m'appliquer davantage, ai-je dit. Un roulement de tonnerre a secoué le bâtiment. Nous ne sommes pas des imbéciles,
le stock de bonbons que je vendais illégalement dans ma chambre. Bien, ou bien qu'il s'était rendu compte que j'avais pompé ma rédaction sur Tom Sawyer sur internet sans avoir lu le livre et qu'il allait annuler ma note, ou bien encore me forcer à lire le livre. Alors a-t-elle demandé: Dame, ton air est venu, a-t-elle craché entre ses dents, et ses yeux ont lui comme des charbons de barbecue rougeoyants. Ses doigts se sont allongés et transformés en cerf. Son blouson a fondu et s'est étiré en deux grandes ailes parcheminées. Elle n'était pas humaine, c'était une vieille sorcière flétrie. Elle avait des ailes de chauve-souris, des griffes et une bouche pleine de gros jaunes, et elle s'apprêtait à me mettre en lambeaux. Là-dessus, les choses sont devenues encore plus bizarres. Monsieur Brunner qui était devant la musée, à peine une minute plus tôt, a franchi le seuil de la galerie dans son fauteuil roulant, un stylo bille à la main. À l'assaut Percy, a-t-il crié en lançant le stylo bille dans ma direction. Madame Dodds s'est jetée sur moi. Étouffant un cri, j'ai esquivé et senti le souffle des griffes qui fondaient l'air tout contre mon oreille. J'ai cueilli les pics en plein vol, mais au contact de ma main, il a cessé d'être un stylo bille. C'était maintenant une épée. L'épée de bronze de Monsieur Brunner, dont il servait toujours pour les tournois. Madame Dodds a pivoté, une lueur meurtrière dans le regard. J'avais les genoux en compote, mes mains tremblaient si fort que j'ai presque lâché l'épée. Meurs, mon chou, a-t-elle aboyé. Une vague de terreur absolue a déferlé dans mon corps. J'ai fait l'unique chose qui me venait naturellement, un moulinet avec l'épée. La lame de métal a touché Madame Dodds à l'épaule et traversé son corps comme si elle était faite entièrement d'eau. Pfft. Madame Dodds a disparu comme un château de sable. Devant un ventilateur, elle a explosé en germe de poudre jaune et s'est volatilisée devant moi, laissant pour seule trace une odeur de soufre, un râle d'agonie et un frisson magnifique en suspension dans l'air, comme si ses deux yeux de presse me regardaient encore. J'étais seul, j'avais un stylo bille à la main. Monsieur Brunner n'était pas là, il n'y avait personne d'autre que moi dans la galerie. Mes mains tremblaient toujours, pas possible, mais ces râles du petit déjeuner devaient avoir été en contact avec des champignons magiques. Avais-je imaginé toute cette histoire? Je suis ressorti. Il avait commencé à pleuvoir. Grover était assis près de la fontaine, s'abritant la tête sous un plan du musée. Nancy Popofi était encore là, trempée après son plongeon dans le bassin, et bavardait à mi-voix avec ses horribles copines. En me voyant, elle a dit: J'espère que Madame Kerr t'a passé un bon savon. Qui ça? Professeur Patate. J'ai accusé le coup quand de nos professeurs s'appelaient Madame Kerr. J'ai demandé à Nancy ce qu'elle voulait dire. Elle levait les yeux au ciel et s'est éloignée. J'ai demandé à Grover où était Madame Dodds. Qui ça? A-t-il répondu. Mais il avait hésité un bref instant. Il ne me regardait pas dans les yeux, alors je pensais qu'il me faisait marcher. Ce n'est pas drôle. Vieux, ai-je dit, je suis sérieux là. Un coup de tonnerre retentit. J'ai aperçu Monsieur Brunner qui lisait son livre assis sous son parapluie rouge, comme s'il n'avait jamais bougé. Je me suis rapproché de lui, il a levé la tête, l'air un peu distrait. Tiens, mon stylo bille. À l'avenir, Monsieur Jackson, vous serez gentil, vous penserez apprendre de quoi écrire avec vous. Je lui ai tendu le stylo bille. Je ne m'étais même pas rendu compte que je le tenais encore dans ma main. Monsieur, ai-je demandé? Oui, Madame Dodds. Il me regardait d'un air impassible. Qui donc? L'autre accompagnateur de l'excursion, Madame Dodds, le professeur de mathématiques. Monsieur Brunner s'est penché en avant, en forçant les sourcils, l'air un peu soucieux. Percy, aucune Madame Dodds ne participe à cette excursion, donc je le sache. Il n'y a jamais eu de Madame Dodds à l'Institut Yancy. Vous vous sentez bien? Voilà, c'est la fin du chapitre. J'espère que ça vous a plu.